We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC. Mesdames et messieurs, venez accueillir l'équipe de Tales from the Peak. Oh. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans cette grande salle, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous les gars ? Ben ça va et toi ? Ça va et toi ? Vous pouvez les applaudir, ils sont là, regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Si je peux me permettre, quelle entrée ? Quelle entrée, bien sûr. Quelle entrée. Alors, si je dis grande salle et non studio, c'est parce que devant nous, au moment où je vous parle, il y a 600 personnes qui nous regardent. C'est notre tout premier podcast en public et nous sommes à Avignon. Du coup, je suis obligé de m'adresser au public parce que, comme vous allez être sur la bande sonore, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes chaud, Avignon ? Ouais, pas mal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Beau. Patrick Beau. Et nous recevons également Théo Babac. Alors dis-moi Patrick, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, je m'appelle Patrick Beau, je suis le créateur de la chaîne Axolot qui parle de curiosité principalement. Et je suis très heureux de participer à ce podcast. Donc merci. C'est très sympa, c'est très gentil. Théo Babac, même question. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je peux, je suis Théo Babac et je suis content. Très bien. Dans cet épisode, nous allons parler d'un film qui a marqué la fin des années 90, à savoir Matrix. Sorti en 1999, écrit et réalisé à l'époque par les frères Wachowski, Matrix est un film de science-fiction qui dépeint un futur dystopique dans lequel la réalité, perçue par la plupart des humains, est une simulation virtuelle en se connectant à la matrice. J'ai repris mot pour mot le synopsis de Wikipédia parce que c'est trop difficile d'expliquer ce film en fait. Donc, je comprends. Oui, simplement. Produit par l'immense Joel Silver, à qui l'on doit également L'Arme Fatale, Predator ou encore Piège de cristal, Matrix est un immense carton, récoltant 400 millions de dollars au box-office, ainsi que 4 Oscars, ceux des effets visuels, du montage, du son et du montage sonore. Matrix est un film qui a révolutionné le genre, de par son contenu et surtout ses effets visuels, qui lui ont permis, entre autres, d'entrer au National Film Registry et être ainsi conservé à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Immense honneur pour un film dans ce pays. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Patrick. Eh ben c'est assez fou parce qu'il me semble que ce film, je l'ai vu ici, parce qu'avant c'était un cinéma ici, donc c'était en 99, et je me rappelle d'une énorme claque visuelle déjà. J'avais l'impression de voir un truc complètement inédit. Évidemment, le bullet time, depuis, c'est devenu un petit peu kitsch, mais à l'époque, c'était incroyable. Et donc, ouais, j'ai vraiment ce souvenir d'un enchaînement d'effets et d'idées que j'avais jamais vu au cinéma. Donc, énorme claque à l'époque. Ouais. Très bien. Théo, même question. Moi, du coup, un peu l'inverse, parce que quand je l'ai vu, j'étais beaucoup... je suis plus jeune que toi, donc... très peu, Quand on me l'a montré, c'était mes parents qui me l'avaient montré. Eux aussi, ils avaient une claque, du coup. Et je me souviens très bien, c'était du coup chez mes parents. Ils me montrent le truc, sauf que je suis pas impressionné parce que moi, la veille, je sais pas, j'avais vu Avengers, un truc comme ça. Et en fait, pendant le film, ils étaient obligés de dire genre, tu vois ça, c'était une révolution pour l'époque. Donc, c'est ce souvenir que j'ai. Je me souviens qu'ils m'avaient raconté une histoire, je sais pas si c'est vrai, dites-moi. Que ça avait été refusé aux Oscars, un truc comme ça, parce que ils avaient dit que utiliser des ordinateurs c'était tricher et que ça avait partie des premiers films à utiliser des effets spéciaux sur ordinateur. En tout cas, ça a eu 4 Oscars quand même. Ah ouais, il a menti. Tout était faux. Mon père a faux. Je savais. En vrai. Aurélien, ton premier souvenir de ce film ? Je pense que j'ai vu au cinéma, comme tous les vieux de cette salle. Quel âge t'as ? Tu peux nous dire quel âge t'as ? J'ai 70 ans, tout le monde le sait ici.
Non, pour le coup, pareil, une claque. En fait, à l'époque, j'ai regardé énormément de films de Hong Kong et des films d'action asiatique, donc j'adorais le fait qu'ils aient enfin réussi à mettre ça, même s'ils en avaient fait un truc de science-fiction différent. Mais il y avait quand même les câbles, les gens qui sautaient en l'air pendant 1000 ans, on a l'impression qu'ils volaient, il y avait plein d'effets spéciaux avec des balles. Je pense que c'est surtout ça qui m'a plu. Et par contre, j'ai mis 100 ans à comprendre si je prenais la pilule bleue ou la pilule rouge. Et encore maintenant, je ne sais pas. J'ai rien compris, en fait, on va pas se mentir à ce film. Voilà. Guillaume, ton premier souvenir du film? Bah moi je l'ai vu au cinéma aussi et c'était. T'es vieux alors? Je suis vieux, je suis officiellement vieux et je l'ai vu au cinéma et c'était déjà c'était le film événement et ça m'a pas déçu parce que j'ai trouvé ça évidemment génial, mais je me souviens très bien qu'à la fin je me suis dit putain c'est trop bien, etc. Et la dernière scène il s'envole sur Wake Up de Rage Against the Machine et là ça a rajouté un petit plus pour moi. Je me suis dit bon bah parce que t'es fan c'est un groupe. strike. Ouais évidemment. J'ai adoré ce groupe et je me suis dit bon bah c'était le film parfait, bravo. Bon, figurez-vous, j'ai mis énormément de temps avant de voir ce film parce que je l'ai vu il y a seulement 2 ans. En fait, parfois il y a des films comme ça que. Il y a eu un wow dans la salle. Wow, 2 ans. Non mais parfois il y a des films comme ça que tout le monde a vu et toi tu l'as pas vu. Tiens par exemple, exemple Patrick, un film que tout le monde a vu et que t'as pas vu. Apocalypse Now. Voilà, Apocalypse Now. Guillaume, un film que tout le monde a vu. Avatar. Voilà, oui, il y en a plein. Et moi j'avais pas vu Matrix et du coup je l'ai vu il y a 2 ans pour la première fois. Ce qui fait que j'étais pas dans le même mood qu'en 99. J'imagine que pour vous ça a été une claque. Pour moi, un peu moins, parce que forcément... Et encore, ça n'a pas si mal vieilli que ça, je trouve, Non, ça les a pas effets vieilli. spéciaux de Matrix. C'est vrai. Mais du coup, ouais, je regrettais de ne pas l'avoir vu en 99, en fait. Mais est-ce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu dans cette salle? Est-ce que vous pouvez lever la main, les gens qui l'ont... Il n'y a pas de On voit honte. rien, Hein. de toute façon. Alors, pour Oh, ceux il y qui en a écoutent le quand podcast, même. il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais dire que 80% de la salle a vu Matrix. Est-ce qu'il y a une scène comme ça qui vous a marqué dans le film, Patrick? Non, je réfléchis, il y a beaucoup de scènes marquantes. Bon, on a cité le bullet time parce qu'évidemment c'est incontournable. Je pense que le moment quand même où Neo, du coup pour les gens qui ne l'ont pas vu, si on spoil, on s'en fout, on est d'accord. Bien sûr. Il est sorti il y a 20 ans. Il y en a qui ont levé la main quand même. Le moment où Neo se réveille dans ce caisson et qu'on comprend ce qui est en train de se passer, qu'il est vraiment, depuis sa naissance, dans un monde virtuel et que le monde réel est une espèce de désert apocalyptique. Attends, c'est ça l'histoire? Je me suis dit, waouh, c'est très très fort. J'avais jamais vu ce type de récit au cinéma. Et je me rappelle de cette scène où il se réveille dans son caisson, il arrache les câbles. Et il y avait un petit côté Cronenberg aussi, je trouvais, dans l'esthétique, parce que c'est très poisseux, très organique comme ça. Ça m'avait bien marqué. Ouais. Théo, il y a une scène qui t'a marqué dans Moi, Matrix? c'est la scène où il saute et puis ça fait les caméras tout autour. Ah ouais, il y avait ça aussi. Parce qu'en vrai, c'est pas un truc qu'on fait encore aujourd'hui. Donc, stylé. Aurélien? Je pense que... Non, je sais pas si quand ça sonne à la porte de Néo, là, qu'il y a une meuf qui répond avec un petit lapin sur le dos, là. Voilà. Ouais, ok. C'est ma scène. Personne C'est le n'a moment où il y cité a cette scène, le moment où il y a mais la sonnette là. c'est Ok. tout ce qu'il a. Juste la sonnette. C'est tout ce qu'il a retenu de Matrix. Très bien. C'est pas le climax du film, on est d'accord. Le climax. C'est- bon. Ok, Guillaume. Moi, c'était déjà les moments où il dit, ce que je trouvais génial, c'est de dire, mais attends, je veux bien me battre, mais je connais pas le jujitsu. Il fait, pas de problème, je te le mets dans le cerveau en fait. Ça y est, tu connais le jujitsu, ça je trouvais ça fou. Et surtout, en le revoyant récemment, je me suis dit c'est dommage parce que tu sais la scène de Kung Fu où il apprend justement à se battre contre Morpheus, c'est une scène excellente, mais elle était tellement parodiée qu'en regardant la vraie version, tu as l'impression de voir une parodie en fait. C'est ce que je me suis dit en le revoyant, je me suis dit c'est un peu dommage parce que ça a été un peu gâché, mais c'était une très bonne scène de bagarre. Parce que la scène où finalement il se cambre pour éviter les balles, ça a été tellement repris Bah dans oui, le ouais. SNL et dans plein d'autres sketchs et tout, c'est assez fou. Moi, il y a une scène qui m'avait marqué quand je l'ai vu justement il y a 2 ans, c'est quand on voit l'espèce de champ de fœtus avec des araignées mécaniques immenses. J'avais trouvé ça vraiment cool et je trouvais que le film il prenait vraiment une sacrée ampleur à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment une image qui m'a marqué. Je trouvais ça. Justement, ça aurait pu être dans ta. Parce que ce matin, Patrick a fait une conférence sur le bizarre, ça aurait pu être dans le bizarre. Et j'avais trouvé ça très cool. Dis-moi, Guillaume. Oui. J'ai une question pour toi. Voilà. C'était plutôt dans le il voit podcast. pas l'acting. Plutôt dans le podcast, je disais que Matrix a révolutionné le cinéma de par ses effets spéciaux mémorables. Et dans l'histoire des films qui ont marqué les esprits pour leurs effets visuels, il y en a eu quelques-uns. Bah, tout à fait, Jean-Baptiste. Ouais. Parmi les films qui ont définitivement marqué l'histoire du cinéma par leurs effets spéciaux inédits à l'époque de leur sortie, on peut citer le premier du genre, à savoir King Kong en 1933, réalisé par Marianne C. Cooper. Les effets spéciaux du film sont confiés à Willis O'Brien, une légende dans le milieu, qui a posé ici les bases du stop motion pour l'animation du gorille, ainsi que les bases de la
Rear Screen Projection, en français la projection par l'arrière. En gros, on veut que le gorille interagisse avec des humains qui doivent paraître minuscules dans le décor, donc on crée un petit écran et on cale un vidéoprojecteur par l'arrière, et ensuite on procède image par image. Est-ce que vous avez compris? Non. Vous avez compris le public ou Que pas? des cracks. Ah, tout le Oui, monde a il y en a qui ont compris. Non, en fait, moi j'ai compris en fait. Non. En fait, c'est le même principe que ça, c'est un vidéoprojecteur à l'arrière. D'accord, très Comme bien. là, comme là. Et voilà, et comme ça tu peux faire des petits personnages, et comme ça tu peux mettre ça dans ta maquette. Voilà, c'est ça l'idée. Petite anecdote tabzienne sur King Kong, puisqu'on adore ça. Quand Willis a vu les premiers rushs, il s'est rendu compte qu'en manipulant le gorille, il avait fait bouger les poils d'une image à l'autre. Il pensait alors se faire jeter du projet par sa négligence, mais les producteurs ont simplement pensé qu'il était très minutieux et qu'il avait fait bouger les poils pour reproduire l'effet du vent. Du coup, ils se sont dit « Oh, quel crack! Bien joué, Willis !» 7 ans plus tard, sort Le Voleur de Bagdad, réalisé par Ludwig Berger, ou Berger, un des premiers films en Technicolor qui va gagner l'Oscar des meilleurs effets spéciaux et qui va briller non pas par l'innovation, mais par la combinaison de plusieurs techniques. Pour la première fois à l'écran, stop motion, modélisation, peinture et dessin animé. C'est aussi le premier film à utiliser le fond bleu, et pour cause, les effets spéciaux étant assurés par Lawrence Butler, qui est ni plus ni moins que l'inventeur de cette technique, et ensuite qui va notamment travailler sur un énorme classique, à savoir Casablanca. Sur une autre note, on peut citer en 1964 Mary Poppins, réalisé par Robert Stevenson, premier film à présenter une scène d'interaction totale entre les acteurs et un dessin animé aussi réaliste, technique qui servira ensuite pour Peter et Elliot le Dragon, film que j'adore, ou encore Roger Rabbit, film dans lequel on retrouve en clin d'œil les pingouins serveurs de Mary Poppins. Mais difficile de parler d'innovation au cinéma sans parler de... Oui. 2001, l'Odyssée de l'espace. En 1968, qualifié de Big Bang par Steven Spielberg pour résumer son impact sur l'industrie, Stanley Kubrick s'était entouré alors de 25 spécialistes des effets visuels pour le film chapeauté par Douglas Trumbull. Je ne sais pas comment on dit. Turnbull. Trumbull. C'est ça, oui. Ben, c'est ça? Exactement. C'est En ce que t'as français, dit. Trumbull. C'est pas du tout ce que t'as dit. Alors âgé de seulement 23 ans. Tu faisais quoi à 23 ans? Tu faisais les effets spéciaux de 2001 l'Odyssée de l'espace? Je pense pas. Non, 23 ans, j'étais en intérim chez Zara. Tu vois, Pas mal. pas du tout la même chose. C'est pas la même trajectoire de vie. Non. Il a travaillé pendant 3 ans sur le film et il a peint chaque étoile à l'écran lui-même, dirigé la création des maquettes et surtout créé la technique de la scène de la porte des étoiles, un procédé mécanique qui donne des effets psychédéliques appelé slit scan. Un travail titanesque qui l'enverra travailler ensuite sur Rencontre du troisième type, Star Trek ou encore Blade Runner. Mais petite anecdote tabzienne sur lui, puisque c'est aussi lui qui est à l'origine des effets spéciaux dans l'attraction Retour à le futur à Universal Studios. Pas mal. Attraction qui n'existe plus. Et tu l'avais faite ou pas? Et non. Je ne l'ai jamais faite. Triste. Ou encore Star Tour à Disney. Pas mal. Mais je suis allé manger à Los Angeles dans un restaurant du Doc. Parce qu'à Los Angeles, chez Universal, à l'époque, il y avait le restaurant du Doc Brown qui faisait que du poulet. Parce que si c'est l'info que je te donne, l'anecdote, Patrick. si l'anecdote ça restait à un restaurant, c'était très triste. Je suis allé manger à Los Angeles dans un resto. Bon, écoute. Transition toute trouvée pour vous parler bien sûr de Star Wars en 1977. Est-il besoin de rappeler l'impact du... Est-il besoin de rappeler l'impact du film sur la science-fiction? Mais la grande innovation du film réside dans les scènes de bataille entre vaisseaux archidynamiques grâce à une caméra reliée à un ordinateur et contrôlée par un logiciel, le Dijkstra Flex Motion Control, du nom de l'ingénieur John Dijkstra, une première pour l'époque, et aussi une première pour ILM, Industrial Light and Magic, la boîte de George Lucas. Tu galères en anglais C'est de dur, ouf, hein. toi. Industrial Light and Magic. Oh. La boîte de George Lucas qui va devenir la plus grosse entreprise d'effets spéciaux de l'histoire du cinéma, ILM, qui a notamment innové en 1993 sur le film Oui. Jurassic Park de Alors Steven justement, Spielberg. je t'arrête un instant parce que j'ai envie de poser une question quand Une même aux question, gens bien autour de sûr. moi. Est-ce qu'il y a un film, si vraiment vous devez choisir un film qui vous a marqué pour ses effets spéciaux dans l'histoire du cinéma, ce serait quoi, Patrick? Terminator 2. Je te le dis sans réfléchir. Déjà, un bon film avec des bons effets spéciaux, c'est un film dont les effets visuels ne vieillissent pas. Ouais. Et c'est vrai que Terminator 2, quand on le revoit aujourd'hui, c'est rare. Un jour, j'avais une discussion avec un pote et on se disait quels sont les films comme ça, les vieux films qui n'ont pas vieilli au niveau des effets spéciaux. Et Terminator 2, ça fait partie de ces films. Ouais, mais je pense que Cameron est tellement perfectionniste qu'il devait se dire que son film ne vieillirait jamais en fait. Je pense qu'il devait déjà anticiper sur ce que pourrait dire le public de l'an 2020 sur son film. Et c'est vrai qu'il est irréprochable encore aujourd'hui. Il est magnifique ce film. Et à l'époque, bah voilà, c'était la première fois qu'on voyait. C'était pas le morphing, mais quand on voit le personnage qui se transforme en métal liquide, on n'avait jamais vu un truc pareil. Donc voilà, ça aussi c'était une claque. Ouais. Théo, toi, il y a un film qui t'a marqué pour ses effets spéciaux? Moi, c'est Avatar, mais j'ai l'impression que c'est un peu faux parce qu'il y avait beaucoup de com là-dessus quand c'était sorti. Et je crois que je devais avoir 9 ans, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, forcément, quand je vois les gens qui disent « Ouais, les effets spéciaux sont dingues », je sors du ciné, je fais « Ouais, les effets spéciaux sont dingues ».
En tout cas, ce qui est marrant, c'est que vous avez cité 2 films de James Cameron, donc c'est Ouais. vraiment le boss des effets visuels. C'est le crack. Ouais. Incroyable. Avec 20 ans d'écart entre les deux quasiment, quoi. Non, peut-être moins, mais... Ouais. Mais même Abyss, en fait, quand tu penses à Abyss, les effets visuels sur les personnages en liquide, Ouais. c'est hyper bien fait même aujourd'hui. Ouais, quoi. c'est clair. C'est assez incroyable. Guillaume, je te laisse reprendre. Avec plaisir. Donc en 1993, sur le film Jurassic Park de Steven Spielberg, un des Oscars des meilleurs effets. Un Oscar des meilleurs effets, des effets visuels, oh là là, et une première en termes de fluidité de mouvement 3D. Et pourtant, il n'y a que 14 minutes où l'on voit les dinosaures dans le film, et seulement 4 minutes qui ont été créées par un ordinateur. 4 minutes qui ne devaient vraiment pas voir le jour. Tu connais cette anecdote, évidemment ? Oui. Le film devait être réalisé en go motion, technique de stop motion en plus fluide, mais sur son temps libre, un animateur de chez ILM du nom de Steve Williams décide de travailler sur une animation en 3D du T-Rex, en cachette, sans vouloir court-circuiter le travail des équipes, jusqu'au jour où il laisse tourner délibérément la démo de son animation sur son ordinateur, le jour de la visite de la productrice du film, Kathleen Kennedy. Et là, elle est sous le choc. Elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle remonte l'idée à Spielberg et dans la foulée, le reste appartient à l'histoire. On terminera cette chronique sur Avatar, donc de James Cameron, en 2009, le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial, 3000, pas du tout, 300 millions de budget injecté, presque exclusivement. 3 000 euros, c'est très peu. 3 000 euros, un petit budget, quoi. Soirée à Avignon. 300 millions de budget injecté presque exclusivement dans les effets spéciaux et la 3D, puisque 60% du film est en 3D. James Cameron qui a déclaré avoir attendu depuis 1990 de tourner ce film pour que les avancées technologiques le lui permettent. Il a dû mettre au point une caméra spéciale pour le film capable de filmer en 2D et d'interpréter les mouvements en 3D, ainsi qu'une pièce spéciale appelée The Volume, 6 fois plus grande que n'importe quelle pièce jamais utilisée pour ce type de tournage, où tous les acteurs ont été équipés de tenues spéciales et filmés par 140 caméras simultanément pour capter tous leurs mouvements et ainsi donner vie aux personnages du film. Pour réaliser Avatar, ils ont utilisé un centre de traitement de données de 1000 m² utilisant 4000 serveurs représentant 35 000 processeurs. Et pour créer les personnages et le monde virtuel de Pandora, ça a nécessité un pétaoctet d'espace de disques. Un pétaoctet ? Et chaque minute du film représente 17,28 gigaoctets. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'un octet ? Je laisse la parole à Jean-Baptiste. En fait, un octet, c'est une fusion de bases de données. Non, je sais pas. On y a cru un peu. Tu y as cru un début. Ah, j'étais dedans. Tu m'as respecté Ah, pour ma ça, je t'ai science. respecté. Voilà. Bravo, bravo Guillaume. Oh, merci. Bravo Guillaume. Bravo Guillaume. Tiens, dis-moi, Patrick, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la différence entre la pilule rouge et la pilule bleue ? Est-ce que tu le sais ? Je crois que la pilule rouge, c'est celle qui permet de sortir du monde virtuel pour ressortir dans le monde réel. Et la pilule bleue, c'est celle qu'on prend pour continuer à rêver. Est-ce que c'est ça ? T'aurais pris laquelle, toi ? Écoute, moi, je suis de l'avis du méchant, on le voit plus là, mais le méchant qui mange un steak à un moment donné et qui dit « moi, je veux continuer à pouvoir manger ce steak, peu importe que ce soit réel ou pas, ce qui compte, c'est la sensation que j'ai ». Je suis assez d'accord avec cette idée-là, en fait, parce que je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être conscient du monde réel si le monde réel, c'est une grotte dégueulasse dans laquelle tu vis avec des tenues en toile de jute ? Je suis pas sûr. Donc, j'aurais peut-être gardé la pilule bleue, moi. Très bien. Oui, non, mais bien sûr, je comprends très bien. Figurez-vous, je reçois des textos de la sécurité. Apparemment, un mec veut faire son entrée sur scène pour divulguer des choses. Qu'on fasse entrer ce gars qui est derrière la scène et qui veut entrer, quoi. Où est-il ? Oh mon Dieu. Waouh. Oui. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas dans la salle, un type est arrivé... Comment on pourrait dire ? Long manteau en cuir, lunettes, air très sérieux, une sorte de Morpheus. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Morphalus. Morpheus ? Non, Morphalus. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Morphalus ? Je suis hacker. Quoi, genre, c'est-à-dire quand tu hackes le FBI, la CIA, ce genre de choses ? Non, en fait, plus particulièrement, je hack le Facebook de mon ex. Ok, d'accord, très bien. Ok, pourquoi t'es là aujourd'hui, en fait ? Je suis venu pour établir la vérité. Quelle je suis vérité ? venu pour hacker vos comptes.
Ah, donc apparemment, t'as hacké les comptes de chacun autour de cette table. Je pense que les gens ont besoin de la vérité. Ok, très bien. Bah, du coup, tu vas hacker, c'est ce que tu vas faire? Je vais commencer par Patrick. Il est dans le système là. Ok, donc là, pour ceux qui Je ne vais voient pas la l'ordinateur. sec, oui, voilà, il est en train... il est en train de hacker actuellement, de taper sur un clavier. Je suis sur une piste. Hein. Je suis sur Google. Recherche Google, Uber. Apparemment, il prend des Uber. Non, Hub. Pornhub. Pornhub, j'ai une piste Pornhub. Je suis dans Pornhub. Ah, je vais pas mentir. Hein. Apparemment, il va sur Pornhub. Je vais sur la barre de recherche. Qu'est-ce qu'il retape? Tu peux prendre ton micro et me dire ce que t'as trouvé? Alors, j'ai trouvé, apparemment, il tape les châteaux de France et tous leurs secrets. C'est un fétichiste. C'est donc ce que tu tapes sur Pornhub, toi, apparemment. Toi. Ah non, mais je suis percé à jour, j'ai envie de dire. Bah, il t'a hacké, Ah, Morphalus t'a hacké. je suis désolé. Totalement. Morphalus, ouais. Est-ce que tu peux t'expliquer là-dessus? Sur Pornhub, Ouais. bien, je suis humain malheureusement. Je ne suis fait que de chair. Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas une IA. Je n'ai pas dit que ce serait facile. J'ai dit que ce serait la vérité. Ok, Morphalus. Tu vas t'attaquer à qui cette fois, Morphalus? Aurélien. Alors j'entre sur le Windows. Il y a un dossier, je vois un dossier. Ne pas ouvrir, j'ouvre. Très bien, du coup. Apparemment, il est parti en Turquie. Il est en procès face au professeur Roustou suite à des implants capillaires totalement ratés. Ça a foiré. C'était évident, c'était sous vos yeux. Bon, Morphalus. Faut que je rase comme toi, Morphalus. Morphalus nous dit que Nemo a fait des implants ratés, apparemment. Il est actuellement en procès, oui, effectivement. Il s'est gouré de côté du visage. Très bien, enchaînons le Ça hack, merde, apparemment. Morphalus. Tu t'attaques à qui cette fois? Théo. Le design sonore est dingue. Très bien, t'as trouvé un truc? J'ai une piste. Je suis actuellement dans le dossier de l'éducation nationale. Je regarde ces bulletins. CP. Je vois 2 fois CP. Théo a redoublé le CP, c'est une honte. T'as un problème pour ça? Tu confirmes? Ouais. Du coup, t'avais pas envie que ça sache, apparemment? J'ai redoublé 10 fois le CP. Ça a pas l'air de faire rigoler Morphalus, tout ça. Non. Oh. Guillaume? Oui. On n'en a pas toutes les missions, Morphalus, hein, donc si tu peux hacker rapidement tout le monde. Est-ce que tu vas hacker tous les gens de cette salle? C'est juste pour ça. Guillaume est dans le 15e. Je suis en train d'hacker la mairie du 15e. Jacques Soli, votre famille. Le père de Guillaume n'est pas celui qu'on croit. Le père de Guillaume est en fait Remo Sarfati de Sous-Soleil. Ils n'ont que 15 ans d'écart. C'est dégueulasse. Putain, Morphalus, putain. C'est quoi ces hacks, Morphalus? Je n'ai pas dit que ce serait facile. J'ai dit que ce serait la vérité. Bon, il t'en reste ou pas, là? Il reste toi. Ok, donc tout le monde a morflé, apparemment. Très bien, dernier hack de Morphalus. C'est ça qui vous a pris tout l'après, hier, Morphalus? Je suis sur le compte PayPal de JB. Je vois des sommes, des grosses sommes. Oui. 50 000 euros. 50 000 euros. Des dons. Oui. JB fait des dons à des associations humanitaires. Mais quel homme! Mais quel homme! Oui, bah écoute. Pourquoi tu le disais à personne? Parce que c'est anonyme. C'est anonyme. Oui, voilà. Quel homme. Merci, Morphalus, ok. C'est la fin? Morphalus. Ça se termine comme ça. Vous voilà les victimes de ce qu'on appelle l'ironie du sort. Merci, Morphalus. Allez, on peut applaudir Morphalus, merci. Ah putain, Morphalus. Incroyable, Morphalus. Alors, je regrette pas d'être venu. Comment? À Morphalus, je regrette pas d'être venu. Oui, Morphalus. Alors, figurez-vous qu'il y aura des choses à gagner dans ce podcast. Il y aura 10 places de cinéma à gagner à la fin. Donc, 2 personnes d'entre vous seront choisies au hasard pour ceux et celles qui veulent jouer. Il y aura un match, 10 places de cinéma à gagner offertes par We Love Cinéma. Et le perdant gagnera la veste en cuir de Morphalus. Voilà, c'est l'info que je donne. Donc celui qui perdra repartira avec la veste en cuir de Morphalus.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire hacker en vrai, Patrick? Écoute, je crois pas. Je crois pas que ça soit déjà T'es passé arrivé. entre les mailles du filet, Je suis passé entre les mailles du filet. Disons que parfois il y a de grosses ficelles quand tu reçois des mails avec des mauvais logos falsifiés, pixelisés. En général, pour cliquer, il faut avoir plus de 70 ans. Pareil pour les textos. Donc, en général, heureusement, c'est quand même assez grossier. Donc, je me suis pas encore fait avoir, mais peut-être que ça arrivera un jour. Ce n'est pas une invitation, d'ailleurs, s'il y a des hackers dans la salle. Tu t'es déjà fait hacker, toi, Guillaume? Je crois que tu t'es fait hacker avec des achats au Pérou, il me semble, un truc comme ça. Ah non, ouais, sur mon compte en banque, ouais. Ouais. Un achat de billets d'avion en Inde. C'est relou, ça. Ouais. Ouais. Absurde. Et une fois, on m'a pris. Ah oui, une fois, c'était pas mal. On m'a pris juste 1 euro. Oui. Et j'ai dit, ouais, mais c'est. Enfin, j'ai appelé pour savoir ce que c'était. Il fait, alors, si vous voulez être remboursé, il faut envoyer un recommandé. Du coup, ça coûtait plus cher. Du coup, ça n'avait aucun sens. Mais s'ils font ça avec 1 million de Mais c'est gars... ça, ils prennent 1 euro à chacun. Eh oui. Et du coup, Ah, c'est bien vu. pas mal. Théo, de tu t'es technique. déjà fait hacker, toi? C'est pas du hack, mais il y a un abonné un peu malin Ah. qui s'est amusé à m'inscrire sur plusieurs sites de rencontres pour grand-mère. Ce qui fait que pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mails, de messages de grand-mère. On la connaît, l'excuse de l'abonné un peu malin. Mais ouais. Non, c'est un abonné un peu malin. Ouais. Du coup, j'ai dû aller sur les comptes, du coup, Et tu t'es supprimer séduit les un peu comptes. en Ouais, te ouais. baladant. Oui, t'as bien. J'ai juste supprimé, c'est tout. Aurélien? Je crois pas. Ouais, toi, tu t'es jamais fait hacker, t'es comme. Non, ça me dit rien comme ça. Mais vu que j'ai 70 ans, j'ai dû appuyer sur des fiches bizarres. Mais j'ai pas perdu d'argent, donc même ça marche pas apparemment. Alors Aurélien, les désormais sœurs Wachowski finalement sont assez mystérieuses. Elles ont réalisé un film culte, mais le grand public connaît peu de choses d'elles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui elles sont? Mais bien sûr, ce qui est intéressant de savoir avec les sœurs Wachowski, c'est que toute leur création, depuis le départ, très jeune, quand elles décident d'écrire ensemble, c'est que tout est basé sur leur façon de jouer au jeu de rôle en fait. C'est-à-dire que quand elles sont jeunes, à la fin des années 70, début des années 80, elles jouent énormément au jeu de rôle. Passent des week-ends entiers à jouer à Donjons et Dragons dans le grenier de leurs parents. Et en fait, elles vont inventer des quêtes incroyables, plus savoir qu'en faire. Même inventer un jeu de rôle avec des amis, un jeu de rôle de 350 pages qui s'appelle Hey Adventure. Et en fait, toute leur façon de créer, toute leur façon d'écrire, vient de cette histoire de jeu de rôle. Et donc de Donjons et Dragons, et des lectures de Tolkien déjà à l'époque, dans les années 70, et des comics. Parce que la deuxième chose qui va vraiment complètement changer leur vision de la pop culture, c'est qu'elles vont bouffer du comics en fait à foison, énormément. Et c'est ça qui va faire que finalement toutes leurs envies de création, de cinéma, mais aussi de séries, vient de ce délire de sérialisation à la Tolkien, de monde entier, ou du comics où en fait les histoires ne s'arrêtent jamais et les personnages passent d'un épisode à un autre et tu peux prendre à n'importe quel moment. Ça les intéressait beaucoup. C'est pour ça, par exemple, Matrix, dès le départ, elles ont écrit une trilogie, pas un film en fait. Elles avaient déjà un univers complet. Après, dans leur univers, leurs parents étaient des grands fans de cinéma, donc ils les emmenaient régulièrement à ce qu'elles appelaient des orgies de cinéma, sachant qu'elles ne savaient pas ce que c'était qu'une orgie à l'époque, elles disaient. Donc c'était juste, en gros, elles allaient au cinéma, tous les types de cinéma, et, avec leurs parents et leurs deux sœurs. Et souvent, elles voyaient jusqu'à 4 films par jour, et tout mélanger. Donc en fait, elles parlent des références cinéma comme d'un truc qui est dans le même sens de voir un film qui vient de sortir et un film très vieux. C'est pour ça, par exemple, que leur première réalisation, Bound, est un film noir, parce qu'elles disent qu'en fait, à l'époque, elles avaient vu énormément de films de Billy Wilder, de Alfred Hitchcock ou de John Huston, et que ça se mélangeait avec les films contemporains de leur époque, où à 10 ans, elles voyaient 2001 de Stanley Kubrick, ou Orange Mécanique, parce qu'en fait, elles disaient aussi que leurs parents n'étaient pas trop OP sur le délire de moins de 12 ans. Donc elles ont vu des films très jeunes, très tôt, assez durs, notamment beaucoup de films, elle parlait à l'époque de films de Roman Polanski, avec donc des délires très compliqués, durs, dans la façon de faire de la torture psychologique presque, et elle mélangeait avec des films noirs classiques, tels qu'on en a pu en voir plein. Ce qui est intéressant après, c'est qu'elles ont toutes les deux eu à peu près le même parcours, elles ont voulu faire la fac, et elles se sont arrêtées au bout d'1 an ou 2 en se rendant compte que ça les faisait chier.
Elles viennent de Chicago, ça je l'ai pas dit, et elles sont revenues à Chicago pour monter un business. Devinez quel business elles ont fait ensemble. Aucune idée. Elles ont monté un business de construction. Ah ouais, tiens. Dans les années 80, fin 80, en fait, avant d'aller à la fac, pour se payer la fac, elles avaient monté un business de peinture dans les maisons. Voilà, elles se faisaient de l'argent comme ça. Et ensuite, quand elles sont revenues et qu'elles ont vu que les études c'était nul et qu'elles voulaient se consacrer un peu à l'écriture, elles ont monté un business de construction à Chicago. Et en fait, elles faisaient des rénovations de maisons en même temps qu'elles écrivaient. En fait, notamment Lana avait un gros projet d'écrire un film sur le bouquin Princess Bride, qui est devenu un film de Rob Reiner. Mais à l'époque, elle pensait vraiment en faire un scénario pour le proposer d'abord au mec qui a écrit Princess Bride, William Goldman, et en faire un film. Et en fait, elle avait allé jusqu'à appeler l'écrivain, William Gold, pour lui proposer. Et la légende veut qu'il lui a raccroché au pif, sans répondre, parce qu'après, on apprendra qu'en fait, il avait eu des milliers et des milliers de propositions, et qu'au final, c'était Rob Reiner qui a réussi à avoir ce film. Mais en fait, c'était vraiment dans une logique d'adapter des films un peu à la Tolkien, en fait, un peu de légende, à la Donjons et Dragons, et elle voulait écrire ça. Après, vu qu'elles étaient fans de comics, Lana, pendant qu'ils étaient en train de retaper des maisons, etc., elle a été à New York taper à la porte des fans des maisons de comics, notamment Marvel. Et chez Marvel, elle a proposé énormément de choses, et ils se sont retrouvés à écrire pour une série Marvel Multiverse, à la fin des années 80, début 90, tenue par Clive Barker, le réalisateur de Hellraiser, qui à la fin des années 80 avait un monde entier de films de torture, clairement, et de monde un peu chelou, dans lequel elles ont créé un personnage qui s'appelait Ectokid. Ça a duré que 2 ans, mais elles ont quand même écrit un comics pendant 2 ans, sous l'égide de Clive Barker et sa maison d'édition au sein de Marvel. Après, ça n'a pas marché très longtemps, mais en même temps, elles écrivaient énormément de scénars, donc de comics, de films, de séries. D'ailleurs, Matrix, c'est à la base un comics, Matrix. Ouais, à la base, elle l'avait écrit pour être un comics. Et par exemple, parmi leurs premiers scénarios, il y avait une adaptation du comics Plastic Man de chez DC, où ils voulaient vraiment en faire un personnage semi-comédie, ce qui est devenu finalement un peu Ant-Man dans l'univers Marvel, tu vois. Est-ce que Théo et Patrick, vous êtes des gros fans de tout ce qui est DC, Marvel, Théo? Gros fan de Marvel, ouais. Ouais, gros fan. Plus du MCU, plutôt. Plus que DC, ouais. MCU. Plus que DC, ouais. DC plutôt dans les comics. Patrick? Ouais, j'ai toujours été très comics. Quand j'étais gosse, j'ai grandi avec des revues qui s'appelaient Strange et Nova, qui parlent aux plus vieux d'entre vous. Nova, j'adore. Titan, effectivement. Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit tous les films du Marvel Universe là, depuis quelques années, très souvent, c'est juste des adaptations de vraiment très vieux comics des années 80. Donc voilà, quand on voit par exemple les Endgame avec Thanos et tout ça, c'est des BD que j'avais vus quand j'avais 10 ans. Et du coup, oui, c'est intéressant de voir que ce qui était à l'époque vraiment, on va dire, une littérature de niche qui n'intéressait que quelques gamins un peu geeks, c'est devenu aujourd'hui le cinéma mainstream. Donc oui, je suis toujours amateur. Et ce qui est fou avec les sœurs Wachowski, alors tu vas peut-être nous le dire dans ta chronique, mais je crois qu'elles ont écrit un film avec Stallone et Banderas. Eh oui. Alors en fait, c'est où j'étais en train de venir, le moment où elles écrivent plein de choses, elles proposent énormément de scénarios, elles proposent des scénarios de films d'horreur, des scénarios de films noirs, et elles ont un scénar qu'elles ont écrit qui s'appelle Assassin, et qui est normalement un scénario avec 2 femmes lesbiennes qui se tirent dessus, qui sont des tueurs à gages. Et ça intéresse Dino De Laurentiis, et donc qui va l'acheter pour Warner. Mais il va le filer à Richard Donner. Et Richard Donner, il dit « Ouais, c'est cool, mais je vais pas faire ce film-là, en fait. » Et donc, il prend un autre auteur pour totalement réécrire le film. Et les sœurs Wachowski disent « Mais attends, ça n'a rien à voir avec le film qu'on avait écrit. Vas-y, est-ce qu'on peut enlever notre nom de ce film ?» Et la Writers Guild, qui est intraitable sur le sujet, a dit non. Donc elles sont toujours créditées en tant que scénaristes du film Assassin, en sachant qu'il n'y a que l'idée de départ qui était vraiment là. Et en fait, Richard Donner et Brian Egland ont fait le film qu'ils avaient envie de faire avec Sylvester Stallone, Antonio Banderas et Gina Davis. Non, je ne sais plus c'est qui l'actrice qui était avec. Non, c'est Julianne Moore. Julianne Moore, exactement. Mais par contre, ça leur a permis d'avoir un bon plan avec Dino De Laurentiis pour faire Bound et avoir aussi une option chez Warner pour faire Matrix.
Et c'est comme ça qu'elles sont arrivées à faire Matrix. Ouais, puis c'est surtout comme ça qu'elles ont dit ok, maintenant on a capté que Hollywood c'était de la merde si on est juste scénariste, faut qu'on soit aussi productrice quelque part et réalisatrice surtout. Et c'est là où elles se sont battues pour toujours être réalisatrices de tous leurs projets, y compris le plus gros qui sera Cloud Atlas plus tard, mais surtout la trilogie Matrix, où elles ont tenu à être réalisatrices alors personne ne leur faisait confiance à une époque où ils n'avaient pas trop de réalisation, tout le monde voulait vendre ce projet à des réalisateurs plus chauds, quoi. Eh bien, merci Aurélien pour cette chronique. Merci à toi. Est venu le temps de faire jouer le public. Donc en gros, ce qui va se passer, donc il y a 10 places de cinéma à gagner. L'idée va être très simple. Ceux qui veulent jouer et participer, monter sur scène, peuvent lever la main. N'hésitez pas à lever la main, ne soyez pas timide. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que Patrick ou Théo choisissent des personnes au hasard. Patrick, qui veux-tu choisir pour venir jouer sur scène? On donne des numéros ou on désigne des gens? Non, tu désignes quelqu'un comme ça, de loin. Ok. Pointe du doigt. 7 personnes, là, Ouais. au bout de mon doigt. Avec quel t-shirt? C'est quoi T-shirt noir avec manches coupées à l'épaule. Avec Ouais, bah, on peut l'applaudir. Voilà, oui, il va bravo. pouvoir peut-être gagner 10 places de cinéma. Bravo. Théo, qui choisis-tu, Théo? Je vais choisir. C'est horrible de Quelqu'un qui a choisir l'air comme ça. bon. Quelqu'un qui a l'air bon. Ton challenger. Let's Ouais. go. Allez, let's go. Avec un magnifique t-shirt de Mickey Mouse. Eh ouais. On connaît ce t-shirt. Très bien, Je il y a rappelle donc que, deux personnes. pardon. Tu peux t'asseoir à la table ici. Patrick, si tu peux lui prêter son micro le temps du jeu. Théo, pareil, si tu peux lui prêter ton micro le temps du jeu. Non, tu peux te mettre là-bas au fond. Donc ouais, tu portes un très beau t-shirt. Bah ouais, bisous à Midi Bien sûr. Maizy. Donc le jeu va être très simple. Matrix est un jeu de science-fiction, d'accord? T'es en train de tricher sur ton Un téléphone, film, toi, un je te film. vois, attention. Hein. Mais non. Et on va faire en fait un jeu. Vous donnez un film de science-fiction, du tac au tac. Celui qui n'en a plus perd. Et l'autre gagne 10 places de cinéma offertes par We Love Cinéma. Vous pouvez aller dans n'importe quel cinéma. Et le perdant gagne la veste en cuir de Morphalus, qui reviendra vous la donner, tout simplement. Un dîner avec Morphalus. Voilà, je te propose, comment tu t'appelles? Elliot. Elliot contre William. William. C'est le gros match. Elliot, tu peux commencer avec un film de science-fiction, je te laisse débuter. Je peux me mettre dans ma bulle ou pas? Comment? Je peux me mettre dans ma bulle ou pas? Ah, tu te mets dans ta bulle, ok, d'accord, très bien. C'est bon. Vas-y, Avatar. Avatar. Alien. Alien. Alien 2. Non, alors attendez. Non, on met les règles. On n'a pas le droit de faire 1, 2, 3, parce que si parfois il y en a 9, il y a Alien versus Predator, on s'en sort pas, les gars. Donc Alien 2, tu ne peux pas. Ah. Je te laisse le temps. pour- Interstellar. Interstellar, bravo. Star Wars, bien entendu. Oui. Inception. Oh, ça va vite, j'aime ça. Star Trek, du coup. Ben oui, ça marche. Oh là. Oh, ça hésite. Allez. Oh, il va se taper la veste de Morphalus. 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, bien sûr. Ah, ça te met en Un galère. petit Gravity, ça marche ou pas? Gravity, bien sûr, ça marche. Ah, tu le mets en difficulté. Il est très serein là-bas, au fond. Hein. T'es dans ta bulle, Matrix. mais... Matrix, oui, bah bien sûr. Aïe. Ça va bien aller avec ton t-shirt. Attention, il y a un timer bientôt. Hein. Ah ouais? Bah ouais. L'extraterrestre avec Didier Bourdon, ça marche ou pas? Tout ce qui est, tout ce qui est Marvel, ça marche ou pas? Marvel, est-ce que ça marche? Est-ce que Patrick, on accepte Marvel en film de science-fiction? Ces films de super-héros, est-ce qu'on accepte ça? C'est ouais, c'est- évidemment de la science-fiction, il y a des extraterrestres. Allez, il y c'est a- accepté, ouais. c'est accepté, tu t'en tires bien. Ok. Je Du- peux dire un film en particulier? Non, un Marvel, bah, n'importe, voilà, on a le droit à un Marvel, voilà. C'est à toi. Je peux dire un film Marvel du coup? Non, film de science-fiction. Doctor Strange. Doctor Strange. Bah non, c'est un Marvel. T'es en train de tricher là, je te laisse encore une chance. Terminator. Terminator, Oui. bravo. Après, est-ce que je veux pas le 3/4 en cuir? Je sais pas. Alors, je lance un timer à 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et bien c'est une victoire. Tu peux me rappeler ton nom, s'il te plaît? Bravo à lui. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles déjà? Bravo, Elliot. bravo. Elliot, tu gagnes 10 places offertes par We Love Cinéma. Tu peux aller dans n'importe quel ciné en France et tu pourras voir 10 films. Hélas pour toi,
Tu remportes la veste de Morphalus. Est-ce qu'on peut demander à Morphalus de revenir sur scène, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lui demander de revenir? Voilà, il est là. Il est là, Morphalus. Morphalus qui fait son entrée avec son ordi portable, sa longue veste en cuir et ses lunettes de soleil. Il a l'air très sérieux. Très énervé, Morphalus. Ok. Est-ce que tu peux offrir ta veste en cuir au monsieur qui est là-bas, s'il te plaît? Voilà, il la donne. Oh, il est sport. On peut l'applaudir, il est sport, il donne sa veste. Bravo. Il est en train d'enfiler la veste aux participants. Ah, il est magnifique. Ah, il est magnifique. Ah, extraordinaire. Extraordinaire, bravo. Quant à moi, je disparais dans la matrice. Ah, tu te bats, Morphalus? Ok, Morphalus se bat. Morphalus se bat, il est très énervé. Hein. Il a donné sa veste, mais il est très énervé. C'est la veste avec laquelle il a hacké pendant des années. Voilà, il est très, très énervé. Très bien. C'est bientôt, ça passe très vite là, c'est bientôt fini. Est-ce que vous aimez les anecdotes croustillantes, Patrick? Moi, je vis pour ça, personnellement. Là, tu peux reprendre le micro. Les anecdotes croustillantes sur les films, de manière générale. Tiens, cite-moi quelque chose qui croustille, Théo. Les tenders. Des crackers? Les tenders. Ah, des tenders. Oui, dis-moi un truc qui croustille, toi, Patrick. Un truc qui croustille, des Chocopops. C'est beaucoup moins croustillant que mes anecdotes sur Matrix, hélas. Et je vais vous les balancer à partir de maintenant. Alors déjà, pour commencer, on pourrait penser que l'intrigue se déroule dans les rues de Chicago, puisque toutes les rues ont des noms de rues de Chicago. Pourtant, les scènes en extérieur ont été tournées en Australie, à Sydney, pour des histoires de taxes. C'était moins cher de tourner là-bas. Bah tu vois que c'est croustillant, Patrick. Ah bah moi ça croustille sous la dent. Bah oui, bah tu vois, tu te régales. Là. Ça t'a régalé, Théo, cette anecdote? Comment? Ça t'a régalé, cette anecdote, Théo? Je l'ai pas entendu. Ah oui. Très bien, ok. Figurez-vous que Will Smith a refusé le rôle de Neo, préférant jouer dans Wild Wild West. Bon choix de carrière. J'avoue, je pense qu'il doit le regretter aujourd'hui. Comme une certaine gifle. Ah, il a dit officiellement qu'il regrettait. Ouais. Il a fait quoi? Il a fait Wild Wild West. Toi, oui, t'entends rien apparemment. Wild Wild West, il a fait. Je parlais de la gifle. C'est un film assez mauvais, Aurélien, non? Wild Wild West. Moi, je le défends, mais toi, t'aimes bien, toi? je suis clairement le seul. N'empêche, il y avait eu, toi qui fais des samples sur Combini, il y avait eu la chanson de Wild Wild West qui était un sample reprise d'une chanson méga connue. 3 samples même. 3 samples. Ouais. Bravo. Parce qu'il y a Cool Body dessus. Oui, parce que j'en profite pour dire qu'Aurélien a un nouveau format sur Combini. Oui. Ah, toi, tu sais là-bas, tu connais. Oui. En gros, tu racontes l'histoire des samples, quoi, et c'est vraiment bien. Sans parler, c'est beau quand même. Bah, en dansant. Tu danses très bien. Bon, si, c'est sympa, mais je suis pas sûr. Sean Connery, quant à lui, a refusé le rôle de Morpheus pour la simple et bonne raison qu'il n'a rien compris au script. C'est la raison qu'il a invoquée, tout simplement. Au moment de préparer leur rôle, les Wachowski ont obligé les acteurs à lire une sélection de 5 livres de philosophie, dont des livres de Jean Baudrillard et Kevin Kelly. Bah, les gars, ils avaient des devoirs, en fait, obligés de lire 5 livres. C'est assez incroyable. Info suivante, pour les scènes d'action, les acteurs ont également dû s'entraîner durant 4 mois avec des chorégraphes et des profs d'arts martiaux, ce qui a causé à Keanu Reeves une sérieuse blessure au cervical. C'était un tournage très physique, et d'ailleurs quand vous voyez les making-of de Matrix, c'est assez impressionnant parce qu'on voit Keanu Reeves en train d'apprendre le jujutsu et il maîtrise à fond, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, officiellement, il a eu une sorte de diplôme qui dit que voilà, il maîtrise le jujutsu. Donc si vous pensiez défoncer Keanu Reeves en baston, il vous défonce, les gars. Hein? Et en philo aussi, du coup. De quoi? Et en philo aussi, du coup. Et en philo aussi, exactement. Non, très complexe. Qui n'aime pas Keanu Reeves? Il y en a qui n'aiment pas Keanu Reeves ici. C'est impossible de ne pas l'aimer. Pour moi, ça fait partie de ces acteurs, c'est impossible de ne pas les aimer. Non? Tiens, Patrick, cite-moi un acteur où c'est impossible de ne pas l'aimer. J'allais dire Bill Murray, mais il y a eu des petites histoires récemment. Mais il reste dans mon cœur quand même. Ouais, Bill Murray, quoi. Guillaume, est-ce qu'il y a un acteur comme ça Oh, c'est dur. Tom Hanks, on peut pas détester Tom Hanks, c'est pas possible. Oh, les grosses têtes, quand même. Robin Williams, on peut pas ne pas l'aimer, Robin Williams. C'est vrai. Paul Rudd, en vrai. Oui, Paul Rudd. C'est dur, non? C'est vrai que Paul Rudd, on peut pas ne pas l'aimer. Merci pour ces exemples, les gars. Vous avez en mémoire la fameuse scène durant laquelle Keanu Reeves est à la fenêtre d'un immeuble, les pieds dans le vide. Eh bien, c'est Keanu Reeves lui-même qui a tenu à jouer la scène. Il a refusé la doublure, figurez-vous. Quel homme, décidément, ce gars. Mais est-ce qu'on sait à quel étage il était? J'ai pas l'info. J'ai pas cette info. Tu me mets en galère, j'ai pas l'info. Après, c'est le strict minimum, sachant que durant les 45 premières minutes du film, Keanu Reeves n'a que 80 lignes de texte, ce gros flemmard. Tout simplement. 80, c'est pas beaucoup à prendre. Ce qui est plus que Stallone dans Rambo 2. C'est moins que Morphalus tout à l'heure, qui avait du texte à apprendre. Donc, tu vois. Neo est un anagramme de One. C'est juste ça l'info.
Elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là. Oh, Peu j'avais croustillante celle-là. j'avais jamais capté. Ouais, C'est bah, une révélation, là. maintenant tu le sais, tu pourras le sortir en soirée si tu veux. Ouais. Les fameuses lignes de code verte à la verticale qu'on peut voir derrière moi, eh bien, une fois déchiffrées, ce sont des recettes d'un livre de cuisine, figurez-vous. Donc ce que vous voyez là sur l'écran, ce sont des codes de livres de cuisine pour faire des pâtes à la truc de carbonara. sushi là, c'est ça? Ah oui, mais je crois que tu en avais parlé sur Combini. Ouais, c'est vrai. Ouais, alors tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, c'est la personne qui a développé ça. Bon, c'est un peu pompé sur l'intro de Ghost in the Shell. Mais en fait, il cherchait à avoir les caractères les plus anciens et qui fassent le plus penser à l'Asie, mais que ça soit pas trop déchiffrable. Et en fait, le mec qui a développé ça, sa femme est d'origine japonaise, si je ne me plante pas. Et il a juste pris des vieux livres de cuisine, sans savoir ce que c'était, et il a recopié les caractères. Donc c'est vrai que ça donne des recettes de cuisine, mais on ne sait pas trop ce qu'on bouffe en fait. Du coup, est-ce que le public japonais devait se dire, mais attends, pourquoi il y a des recettes de cuisine sur... Non, apparemment, c'est écrit en japonais ancien ou un truc. d'accord. Je suis pas un grand spécialiste, hein, je peux pas dire. Là, c'est mais- écrit en japonais. Donc je pense que c'est Ghost in the Shell. En full japonais ou c'est un japonais un peu... Comment? Ah, dans le public, C'est des- Voilà, c'est ça. dans le ils ont public on nous mélangé, dit il y c'est avait pas des du trucs, japonais, on nous dit dans le public. Apparemment, c'était du japonais ancien. Bon. Ok. En tout cas, Théo, tu dis du japonais apparemment. Vite fait. Bah, tu m'impressionnes en fait. Je suis un peu épaté. Et enfin, pour finir, à la question quelle pilule aurez-vous choisi, les Wachowski ont répondu la bleue. Voilà, ce contre-balance. Je me rends compte que je termine sur une anecdote pas ouf. Mais ils choisissent la bleue, les Wachowski choisissent la bleue, qu'est-ce que je te dise? Pour les fans de Wachowski, c'est cool de savoir ça, non? Écoute, Ils ont choisi la pilule bleue. Bon. bah écoutez, ce podcast passe très vite parce que c'est bientôt la fin de cet épisode. Mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines. Je vais commencer avec Théo. Théo, le dernier film que tu as vu au cinéma? Le dernier film que j'ai vu, c'est Nope de Jordan Peele. Alors, est-ce que tu as aimé? Je n'ai pas aimé. Je sais pas ce que les gens en pensent, c'est très divisé. J'avais adoré Get Out, l'un de mes films préférés, et là j'ai été vachement déçu. Parce que c'est très. J'ai l'impression que c'est très plat et en même temps, il y a des métaphores que j'arrive pas à comprendre. Ok. Moi, j'ai pas vu, donc j'imagine que c'est clairement le film à spoil où faut pas trop en parler, quoi. Ouais, du coup. Qui a vu Nope autour de la table? Patrick, Guillaume? Ouais. Nos invités qui ont gagné tout à l'heure l'ont vu? Je l'ai pas encore vu, mais j'ai hâte de le voir. Très bien, ok. Le dernier J'avais film que hâte tu as aussi. vu? Ouais. J'avais hâte aussi. Oh, faut pas aller le voir quoi. Oh, putain. Le dernier film que tu as vu au ciné, Patrick? C'était Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux, avec Alain Chabat notamment. Et j'ai aimé le film parce que je suis très client de Dupieux et que je trouvais qu'il y avait un retour à l'absurdité qui me plaisait bien à l'époque de Steak. J'avais un peu décroché sur les derniers et là j'ai beaucoup aimé le film. J'aime beaucoup les films qui partent d'un postulat impossible et qui essaient de voir ensuite d'une manière assez réaliste, parce qu'on est dans un contexte assez réaliste dans le film, les réactions des personnages face à cette situation improbable. Et voilà, donc j'ai bien aimé. Patrick, le dernier film que tu as vu via une plateforme? Est-ce qu'on peut demander à Théo en attendant? Parce qu'il faut que... En plus, j'étais censé préparer... Théo mais sur j'ai- Netflix, Prime ou n'importe quoi, le dernier film que tu as vu via une Je plateforme? me suis fait un peu des classiques, j'ai regardé Django pour la première fois. Ouais. Django Unchained, et j'ai adoré. Voilà. Très cool. Ah ça y est, je l'ai. C'est sur Disney+. Et c'est ce film d'animation avec une jeune Un fille panda qui devient un raton laveur rouge. Ouais, un panda Ah, ouais, un roule. C'est quoi C'est Alerte rouge. Non Alerte rouge, en ouais. français, je crois que c'est ça. C'est Et un peu je l'ai mais- trouvé super cool. Ouais, c'est bien. Ouais. La dernière série que tu as regardée, Théo? Breaking Bad, je le regarde en boucle. Alors attends, c'était la première fois que tu voyais Breaking Bad? Non, justement. Ok, je donc regarde tu en te boucle. refais la série alors. Ouais, c'est ça. C'est toujours aussi bien la deuxième fois? Ouais, j'aime bien regarder plusieurs fois. J'aime beaucoup regarder les films plusieurs fois. Et Better Call Saul, t'as vu ça du coup, j'imagine? Par contre, ça, j'ai pas regardé. Ah, t'as pas regardé? Ah, On m'a dit Ok, qu'il c'est fallait, bon. mais. sinon j'allais poser la question. Breaking Bad ou Better Call Saul? Et toi, t'en penses quoi? J'ai vu aucune des deux, frère. Ceux qui ont Série, vu j'ai les deux, arrêté quelqu'un a vu les deux Star Trek. Quelqu'un a vu les deux ici? Non, mais Better Call Saul, je me suis arrêté à la saison 2, je crois. Ok. Mais il faut que je reprenne parce que là, tout le monde s'excite sur Twitter en disant que c'est trop bien, etc. Ouais, donc c'est du ça, coup, j'ai ça me vu ça chauffe. aussi. Et ouais, ça me donne grave envie. Patrick, la dernière série que t'as regardée? Donc le dernier épisode de série que j'ai vu, c'était le pilote des Anneaux du Pouvoir. Donc, la Alors, nouvelle qu'est-ce que série, ça donne? Je l'ai vu hier et j'ai vraiment trouvé ça très impressionnant. Est-ce qu'on sent le budget? Parce qu'il y avait oui. tout un battage sur C'est le budget. vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui avait été teasé. Donc la série a coûté près d'1 milliard, je crois, et donc pendant 2 ans, on nous a expliqué que vraiment l'argent se verrait à l'écran. Clairement, c'est vrai, c'est très impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça très beau, et j'ai trouvé le premier épisode aussi très
très très très très engageant, très très intéressant, très captivant. Je l'ai regardé en entier et j'ai hâte de voir la suite. Donc ouais, je trouve que c'est pas mal. Très bien. La dernière chanson que tu as écoutée, Patrick? La dernière chanson que j'ai écoutée, Ouais. la dernière chanson que j'ai écoutée, je crois que c'est je me suis fait une petite playlist sur Spotify de reprises de classiques des années 80, mais des reprises un peu plus récentes. Et le dernier morceau que j'ai écouté, je crois que c'est la reprise de Everybody Wants to Rule the World des Tears for Fears par Weezer. Oh, tu sais que t'as le plus grand fan de Weezer à côté de toi. Oui, c'est vrai, donc tu vois cette reprise. Oui. Voilà, bah, je l'aime beaucoup. Tu valides, Guillaume? Je valide. J'adore les gens qui disent tu valides. Je valide. Tu valides, point d'interrogation? Non. Bon. C'est relou. Théo, la dernière chanson que t'as écoutée? Dernière chanson? Ouais. Something About Us de Daft Punk. I might not be the right one. It might not be the right time. But there's something about us I've got to do. Some kind of secret I will share with you. Très bien, cool. Voilà. Le dernier livre que vous avez lu, les gars, Patrick? Le dernier bouquin, je suis en train de lire le premier livre de Charlie Kaufman, qui est donc le scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Dans la peau de John Malkovich, etc. Donc, qui est sûrement responsable de certains des scénarios les plus bizarres, les plus tordus d'Hollywood. Et là, je pense que pour conserver sa liberté éditoriale, il s'est dit qu'il allait faire un bouquin parce que il n'y aura aucune censure là-dessus, il pourra vraiment raconter tout ce qu'il veut. Et le pitch, c'est un journaliste new-yorkais un peu loser qui découvre un film que personne ne connaît. En fait, il rencontre par accident un réalisateur qui a fait un film en stop motion. Il a passé sa vie à développer ce film, donc ça lui a pris plusieurs décennies. Et ce journaliste américain, par hasard, c'est vraiment le pitch, hein, c'est le 4e de couverture, je ne spoile pas. Donc ce journaliste se retrouve face à ce film qu'il considère comme un chef-d'œuvre absolu, et il se dit, c'est ce film-là qui va me permettre de devenir connu dans le milieu des critiques. Je vais faire un super article dessus. Et pendant la projection, le réalisateur meurt, puisqu'il était âgé de 90 ans, un truc comme ça. Donc le journaliste part avec la bobine du film sous le bras, et elle brûle dans un incendie, et il lui reste plus qu'une page en fait du script, et il essaie, là où j'en suis, donc il essaie de reconstituer le film de mémoire, mais c'est évidemment comme toujours avec Charlie Kaufman, c'est un film à tiroir, ça c'est le truc de base, et derrière il y a tout un tas de mises en abîme. À la fin on apprend que le journaliste c'est Wes Anderson. Ouais. Théo, le dernier livre que tu as lu? C'est pas de la grande littérature, mais c'est un livre qui m'a été recommandé par Kian Kojandi, qui s'appelle The Perry Bible of Fellowship. C'est compilation c'est de la BD. Et en gros, chaque page, c'est genre entre 4 et 6 cases. Et c'est de l'humour très bref, très du coup absurde, et aussi un peu trash. Et voilà, j'adore. Ça me ressemble, donc j'aime beaucoup. Trop bien. Le dernier objet culturel que tu as acheté, Patrick? Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être un vinyle, un disque, des figurines, j'en sais pas, un truc culturel que tu as acheté récemment. Dernier objet culturel, du coup, si c'est une BD, ça compte quand même ou... Bien sûr. Ça compte quand même. J'ai acheté la BD L'homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean, que je suis sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, j'ai acheté sa BD. Très bien. Super. Théo? Le vinyle de Silk Sonic qui vient tout juste de sortir. Silk Sonic, du coup, Bruno Mars et Anderson .Paak. Un album très 70s. Funky. Ouais, très bien. Très funky. Avant de terminer, quand même, j'aimerais vous poser une question sur Matrix. Patrick, dans l'histoire du cinéma, où est-ce que tu places Matrix? Quel effet ça a eu sur toi, vraiment, quand on te parle de Matrix? Tu le places où, ce film? Je pense que c'est un film qui a eu une influence considérable sur les films qui ont suivi, en particulier évidemment les films de science-fiction, mais pas que, sur les films d'action aussi. Je pense que c'est un film qui a installé cette esthétique de film de Hong Kong de façon durable dans la pop culture. Et aussi, c'est un film qui a contribué à propager dans la culture populaire une idée philosophique assez forte.
Donc l'idée voilà, d'une dimension cachée qui serait le monde réel pendant qu'on vivrait dans l'illusion, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis la sortie du film, on retrouve régulièrement cette idée utilisée aussi bien en philosophie qu'en pop culture. Et je trouve que c'est assez rare finalement que des films imposent comme ça une idée, une vision du monde aussi forte qui continue à durer 20 ans après. Ouais. Et pour toi, Guillaume? Comme Patrick. La même chose, globalement. T'as senti que tu pouvais pas dire mieux que Patrick? J'étais là captivé. Théo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Patrick? Non, c'est pour mon expérience personnelle par rapport à ce film. Je sais pas si ça arrive à beaucoup de gens, mais il y a eu un peu ce truc de genre, un peu comme le syndrome Truman, où pendant des années, du coup, je pensais que j'étais dans une matrice et j'essayais d'en sortir. Voilà, j'essayais de faire tordre c'était une cuillère, je crois. J'étais comme ça, j'essayais de la faire tordre avec ma pensée et j'y arrivais pas. Voilà. Mais Matrix aussi, c'est un des rares films, parce que les films comme Batman ou comme Marvel, il y a plein de gens qui font des cosplays de ces films-là, mais c'est des franchises qui existent depuis des années et des années. Matrix, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, et c'est un film qui a engendré des tonnes de gars. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'allais sur les premiers forums internet, sur Yahoo, Caramel, etc., tout le monde s'appelait genre Neo ou Morpheus, etc. Il y a un truc comme ça qui a changé avec ce film parce que... Ça a généré un look aussi, une mode, je veux dire, de s'habiller comme le ça. Look de Morpheus. Ouais, le look de Morpheus. Ça existe encore, ce look? Bah regarde. Non mais il y a une vidéo que j'adore aussi, d'ailleurs c'est Seth Rogen qui l'avait partagée sur Twitter, où elle est très connue cette vidéo. En fait je pense que c'est à l'avant-première du deuxième Matrix ou un truc comme ça, et on voit plein de gars qui sont habillés aux États-Unis comme les personnages de Morpheus ou de Neo, et il y a un mec de la télé américaine qui vient les voir en leur disant comment vous vous appelez, puis ils ont leur nom comme ça de code, et la caméra elle va de personnage en personnage. Vous connaissez cette vidéo? Et en fait on voit les gars et tu te dis waouh, ils sont vraiment dans leur monde quoi, tu vois, il y a des gars, ils sont vraiment dans leur monde de Morpheus à fond. J'avais vu un reportage un jour d'un gars qui pensait être un vrai Morpheus, et qui était interviewé comme ça en mode bah voilà, c'est ma vie, moi je suis Morpheus, je sais qu'on vit dans la matrice, etc. Tu vois, t'y crois toi à la matrice, mon cher Patrick? Écoute, c'est une vaste question, puisque il y a cette idée qu'on pourrait potentiellement vivre dans une grande simulation, qui est une question très discutée, même dans les milieux philosophiques. Donc moi personnellement j'y crois pas, mais l'idée existe. Et si c'était le cas, on aurait aucun moyen de prouver qu'on est dans le monde réel et pas dans une matrice. Donc c'est une idée qui peut, je pense, être très très vite anxiogène si on y réfléchit un petit peu trop, parce qu'au bout du compte, on ne peut pas être certain qu'on n'est pas là actuellement dans la matrice. Je me souviens qu'il y avait une image dans le film Men in Black, où en fait à la fin on se rend compte que ce sont des extraterrestres qui jouent avec des billes, et en fait dans une bille il y a une galaxie, puis c'est la nôtre. Donc finalement c'est une sorte de matrice aussi. J'aime bien quand il y a des idées comme ça dans les films au cinéma, je trouve ça très cool. Patrick, Théo, est-ce que tu peux nous parler de ton actu en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Mon actu, alors pas grand-chose. Je me suis pas mal reposé ces derniers temps parce que j'ai beaucoup trop travaillé avant. Sinon, je vais reprendre YouTube très bientôt et je vais bientôt sortir un projet musical. Voilà. Ok, c'est pour quand? Tu as déjà lâché des petites infos sur tes comptes ou Non, pas du tout. Ok, donc c'est secret alors. Exactement. Très bien, bravo. Tu avais déjà lâché des sons avant quand même déjà, donc. Bien sûr, ça fait. Ce sera un peu dans la même ambiance ou? Exact. Voilà, ok, cool. Patrick. Il reste un épisode de la série Étrange Escale en France à monter. Alors, t'as fait pas mal de villes quand même. T'es même allé à l'étranger. Il y a une première saison en 2018 qui était à travers le monde. Donc on avait fait Berlin, Tokyo, Montréal, Rome, San Francisco. Bon, il y avait eu Paris aussi. Et là, donc, on a fait une série française avec Nice, Strasbourg, Nantes, Toulouse et j'en oublie une, Lyon, ouais. Et donc là, il en reste encore une à diffuser, et je pense qu'elle devrait être diffusée d'ici la fin du mois. Et ensuite, j'aimerais bien, c'est un scoop, je pense que c'est la première fois que je le dis en public, j'aimerais bien donc lancer le podcast Axolot, donc la déclinaison en podcast d'Axolot, qui me permettrait de revenir un petit peu aux bases de la chaîne, donc simplement de raconter des histoires étonnantes. J'ai plus forcément de plateforme pour simplement partager une histoire quand je la découvre. Et le podcast me permettrait de faire ça. Donc voilà, je suis en train de... Là, on est en live à Avignon pour ce podcast. Est-ce que tu peux, pour terminer, nous livrer une info baudienne sur Avignon? Sur Avignon? T'en as plein des infos. Une petite info comme ça, croustillante, sur la ville d'Avignon, qu'on connaîtrait pas. Une info sur la ville d'Avignon, je réfléchis. Je te mets en galère ou pas? C'est dans cette ville...
que la montgolfière a été inventée. Donc c'est un des frères Montgolfier qui a eu une espèce de déclic. Donc il y a une maison ici à Avignon où vous pouvez voir en fer forgé une montgolfière justement. Et dans cette maison, un des frères Montgolfier a eu un déclic en étendant une de ses chemises au-dessus du feu dans sa cheminée. Il a vu la chemise se gonfler et il s'est dit « Oh, là je tiens un truc ». Et puis ensuite, voilà, la montgolfière a été créée et cette maison est ici, quelque part à Avignon. Est-ce que c'est pas baudien, ça, Guillaume? À chaque fois, je me dis, il arrive des trucs à des gens où moi, si ça m'arrive, je fais juste oh merde, la chemise elle gonfle. Tu vois ce que je veux dire? Je ferais pas genre, mais attends, je vais faire une montgolfière. C'est déjà la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Matrix. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinéma. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient faire du cinéma, je rappelle aussi que sur le compte de We Love Cinéma, il y a des fonds comme ça pour pouvoir aider à la création. On remercie tout le monde. Déjà, je remercie Théo et Patrick qu'on peut applaudir d'être venus à cet épisode. Merci. 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 Je remercie également Guillaume et Aurélien qui m'accompagnent sur ce podcast depuis 2 ans. Est-ce qu'on peut avoir le retour de Morphalus quand même pour dire au revoir quand même. Morphalus. Ah non, il est plus en Morphalus. Oh non, il est plus habillé en Morphalus. Il est redevenu un autre homme. Moi, je pensais que ce soir, tu t'habillais comme ça et tout. Excusez-moi en retard, moi je pensais que ça commençait à 16h45. Ah oui, c'est midi là. Ok, d'accord, c'est le personnage de midi. C'est midi, ouais, c'est midi, d'accord, c'est midi. fort. Oui, ça va midi, qu'est-ce que tu fais à Avignon? Ah bah écoute, j'étais de passage, je me suis dit, il y a du monde. Mais je fais pas ma chronique là, je l'avais préparée. Non, il y a un gars qui est venu avant en fait. Ah bon? Oui, voilà. Ok, très bien, Tu m'as déjà remplacé. C'est du grand art. Franchement. Donc voilà, donc on remercie aussi tous les gens du Festival Frame, les bénévoles, en particulier Justine qui nous a accompagnés sur ce podcast, et puis tous les gens de la salle de la Scala qui nous ont aidés, et Gab aussi qui nous a Évidemment, aidés. Gab. Bravo. Et nous on se retrouve dans 15 jours pour un prochain podcast. Merci au public d'être Mais oui, venu merci également. à vous, bravo. Merci à vous. Le public a été super parce que tout à l'heure quand j'ai dit est-ce que vous êtes chaud, ils ont tous crié et j'avais peur qu'ils crient pas. Parce que quand tu dis est-ce que vous êtes chaud et qu'il y a un blanc après, c'est très relou. J'aurais été obligé de rajouter des sons de ma banque de données d'images. Merci à tout le monde et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde. Bye. Salut. Bye bye. Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas.